Bonsoir, je suis le détective, et je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle enquête. Mais avant de commencer, je souhaite vous apporter quelques précisions sur la chaîne et sur le projet du détective du cinéma. Le format que vous visionnez actuellement est une enquête, format qui consiste à revenir sur un film a posteriori et à vous en proposer une analyse assez poussée. Ce format est à différencier de celui que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines, la comparution immédiate, qui elle est un retour à chaud sur une sortie récente et qui aura pour vocation d'être plus court qu'une enquête, et même certainement plus court que le premier épisode sur Vice Versa. En effet, celui-ci avait un petit peu traîné en longueur. Ce distinguo étant fait, sachez aussi que je ne m'interdis pas de décliner d'autres formats vidéo et que vous aurez probablement l'occasion de découvrir de prochaines interventions très courtes sur lesquelles je suis en train de réfléchir, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Un dernier mot de généralité, la chaîne Le Détective du Cinéma fait partie d'un ensemble créatif numérique qui est également décliné sur Twitter et sur Facebook avec la page Les Carnets de Julien, page sur laquelle je parle de cinéma mais aussi de littérature et de fiction en général. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo et j'espère bientôt vous compter parmi notre joyeuse équipée. Venons-en à notre affaire, Brisby et le secret de Nîmes. Un grand merci à Loïs, qui m'a confié cette enquête, qui va nous éloigner des ténèbres de la violence de notre première affaire et nous permettre de nous consacrer à un monde joyeux et enchanteur des dessins animés pour enfants. Jetons donc un coup d'œil à tout ça. Et 11 souris subirent des injections. Alors notre monde commença à changer. Et comme de bien entendu, commençons par un peu d'histoire. Nous sommes en 1979, et les studios Disney ont mis depuis 2 ans en chantier le dessin animé Rox et Rookie. Symbole de la fin d'une époque et d'un tournant crucial, Rox et Rookie est le dernier film auquel participent 3 des 9 sages de Disney, animateurs légendaires et originels du studio aux grandes oreilles. Le film marquera la fin de l'animation purement traditionnelle, des projets suivants incluant de plus en plus de technologies numériques. Notons enfin que parmi la génération d'animateurs qui prennent le relais, se trouve un petit jeune de 19 ans qui se nomme Tim Burton. Mais je m'égare. En fait, pas tant que ça. Hein ? La production du dessin animé est perturbée par la démission surprise le 20 septembre 1979 de 10 jeunes animateurs qui estiment ne pas être suffisamment entendus et que la compagnie n'est plus dans l'air du temps. Armés de leurs convictions, ils s'installent dans le garage de l'un d'entre eux pour mettre en route leur propre studio d'animation. Le leader, Don Bluth. Leur projet, adapter un roman de Robert C. O'Brien, Mrs. Frisby and the Rats of Nîmes. Le roman raconte l'histoire d'une souris des champs, Madame Frisby, une veuve dont la famille est menacée par l'arrivée du printemps. En effet, le champ dans lequel se trouve sa maison va bientôt être labouré par les humains. Or, son fils est gravement malade, donc intransportable. En désespoir de cause, elle s'adresse aux rats de Nîmes, une mystérieuse communauté voisine qui vit en société organisée et très évoluée technologiquement, sous le rosier de la famille Fitzgibbons, les fermiers, et qui vole aux humains l'électricité dont ils ont besoin pour alimenter leur cité souterraine. En les rencontrant, elle apprend qu'il s'agit d'animaux échappés du laboratoire de la National Institution of Mental Health, dont son défunt mari fut également captif. Les rats ont développé une intelligence surnaturelle à la suite des expérimentations dont ils ont été victimes et ont pu s'échapper grâce à la souris Jonathan Frisby. En mémoire de celui-ci, les rats acceptent d'aider la veuve et, après quelques péripéties, parviendront à mettre la famille à l'abri, tout en finissant par accomplir leur exode afin de disparaître aux yeux des hommes et d'abandonner leur statut de voleur. Les droits du livre furent d'abord proposés à Disney, qui refusa l'univers trop sombre de cette histoire. Deuil, dérive de la science, maladie. Il va mourir alors? Alors qu'au contraire, ce sont ces thématiques adultes et l'environnement bizarre de l'histoire qui séduiront Don Bluth et ses comparses. Le film sort en 1982 et ne connaîtra jamais le succès. En effet, il pâtit d'un adversaire poids lourd face auquel aucun divertissement pour enfants n'a eu la moindre chance. E.T. de Steven Spielberg.
Relégué au rang d'aimable et curieuse Madeleine de Proust pour la génération d'enfants des années 80, on en garde le souvenir d'une bizarrerie, un film pour enfants qui n'en est pas vraiment un car trop effrayant et trop adulte, dont il conviendrait d'écarter les plus petits et qui n'a sans doute échoué dans nos magnétoscopes que parce que les parents ne savaient pas ce qu'était que ce dessin animé. Mais est-ce vraiment cela? Brisby et le secret de Nîmes serait donc une erreur, un film qui vise le mauvais public? Regardons de plus près. Ah oui, j'allais oublier. Naturellement, le prochain résumé comporte quelques qui vous seront signalés comme d'habitude. Le film s'ouvre sur un mystérieux personnage hors champ qui sera sans doute le narrateur. On peut noter dès ce prologue un travail sur les couleurs sombres et la lumière, dont le rayonnement est créé grâce à un procédé de rétroéclairage de la pellicule. On retrouvera ce procédé pour les yeux de deux personnages, mais nous y reviendrons. Madame Brisby nous est présentée alors qu'elle va chercher des médicaments chez Monsieur Aegis. Et oui, c'est Brisby et pas Frisbee, un changement que Don Bluth a choisi pour ne pas être en délicatesse avec les jouets du même nom. Hé, Frisbee, ça m'éclate. Son enfant, comme dans le livre, est intransportable, alors que l'heure de quitter les champs, promis au labour, approche. Sur le chemin du retour, elle rencontre le comic relief du film, un corbeau nommé Jérémy, qui est interprété dans la version originale par Dom DeLuise et en version française par Jacques Balutin. À la suite d'une course-poursuite déjantée, qui nous permet d'apprendre la menace permanente que représente le chat des Fitzgibbons, Madame Brisby regagne son foyer, où l'attend Tati Musaraigne, qui l'exhorte à se préparer pour la migration annuelle hors du champ. Mais c'est impossible. Le lendemain matin, le tracteur du fermier arrive, mais Brisby ne veut toujours pas déplacer son fils. In extremis, Tati Musaraigne réussira à arrêter l'engin en coupant l'arrivée d'essence. Mais le répit sera de courte durée et il faut trouver une solution durable. S'adressant d'abord au grand hibou qui vit dans la forêt, Brisby ira ensuite, sur son conseil, demander de l'aide aux rats de Nîmes. D'après lui, ils pourront déplacer la maison à l'abri de la charrue. Comme dans le livre, elle découvre une société évoluée technologiquement mais aussi socialement, puisque se tiennent des assemblées publiques qui ressemblent à nos sénats. Elle arrive au milieu de l'une d'entre elles, au cours de laquelle le rat Jenner s'insurge contre le projet de la communauté qui est de quitter la ferme des Fitzgibbons pour cesser de vivre de rapines et de l'électricité volée aux fermiers, et aller fonder une communauté autonome ailleurs. Dans le livre, Jenner n'apparaît pas. Il avait quitté la communauté avant l'arrivée de Madame Frisbee. Ici, il représente la résistance au changement et l'appétit pour le pouvoir. À la mention du nom Brisby, l'Assemblée témoigne de l'intérêt et du respect pour cette modeste souris, pourtant est manifestement moins intelligente et évoluée qu'eux. Elle est conduite au vieux sage Nicodémus. Et c'est à partir de ce point que le livre et le film prennent deux directions assez différentes. Si dans le livre, Nicodémus est le leader des rats, ici il est de plus un vieux sage mystique. Et c'est lui, le narrateur du début de l'histoire, qui la poursuit en racontant à Madame Brisby comment les expériences de Nîmes leur ont conféré intelligence et capacités surnaturelles. Jonathan faisait partie de leur communauté. Il les avait aidés à s'évader et est mort en tentant de droguer le chat des Fitzgibbons pour permettre leur exode. En paiement de cette dette, Nicodémus s'engage à aider Madame Brisby à déplacer la maison et il lui offre un médaillon magique. J'ai personnellement un petit peu de mal avec ce médaillon qui n'est pas dans le livre, mais j'y reviendrai. Pour permettre de manœuvrer la maison sans danger, il faut droguer le chat. Madame Brisby est volontaire, mais elle se fait capturer par l'enfant des Fitzgibbons. Ah! Un roux! Non mais sérieusement, c'est quoi le problème avec les roux? Pourquoi faut-il toujours que dans les dessins animés de Disney ou autres, les roux aient le mauvais rôle? Heureusement que Ron Weasley et Horatio Kane ont vengé tous ces gens. Bref, Madame Brisby est capturée et apprend que les hommes de Nîmes viennent pour exterminer les rats. Elle réussit à s'évader et va prévenir ceux-ci qui ont déjà commencé à déplacer la maison. Hélas, le fourbe Jenner a saboté l'opération, fait tuer Nicodémus et tente de faire retourner les rats dans leur colonie. Le combat éclate alors entre Jenner et Justin, un garde loyal à Nicodémus, à l'issue duquel le traître est tué. La maison de Madame Brisby menaçant de disparaître dans la boue avec ses enfants, celle-ci n'écoute que son courage et plonge et manque de mourir noyée. Le médaillon magique se réveille alors et, par magie donc, la maison est hissée hors de la boue puis déposée à l'abri. Au final, nous retrouvons Madame Brisby et ses enfants, tandis que les rats de Nîmes ont réalisé leur exode, et que le corbeau Jérémy a trouvé l'amour et s'envole avec la dame de son cœur. Réduit à son résumé, ce film apparaît comme un classique des dessins animés pour enfants. Animaux qui parlent, danger, magie, chansons. Oui, il y en a une. Happy ending, tout y est, y compris le style Disney, puisque la plupart des animateurs qui ont travaillé
sur ce film sont des transfuges de Disney et que la patte traditionnelle est aisément reconnaissable dans le design des personnages. Certains verront d'ailleurs dans la communauté exclue d'ERA une métaphore des animateurs qui ont quitté le studio aux grandes oreilles pour voler de leurs propres ailes. La société de consommation a des avantages. Moi, j'y tiens. Mais la force de cette équipe jeune, émancipée et enthousiaste réside dans l'envie de dépasser ce qu'ils ont déjà pu faire. Limitée par les moyens, la technique n'est forcément pas toujours à niveau, et c'est l'un des reproches que l'on a pu faire régulièrement à Brisby. Animation parfois approximative, découpage grossier, quelques erreurs de calage de mate. À mes yeux, rien de dramatique, surtout quand on voit la qualité apportée aux détails. Don Bluth a fait prendre à ses animateurs des cours de comédie, avec des professeurs de théâtre. Loin d'être un caprice d'artiste, cette méthode permet d'insuffler de la vie dans l'animation et d'affiner un aspect essentiel des dessins animés, la caractérisation des personnages. Ceux-ci bénéficient dès lors de démarches qui leur sont propres, liées à leur motivation, et qui en font des êtres distincts et ayant une personnalité spécifique et complète. Les animateurs ont également joué avec générosité, parfois peut-être trop, il faut l'admettre. De trouvailles techniques et esthétiques. Le rétroéclairage des pellicules permet des effets de flammes, de reflets et de halos qui sont utilisés à de multiples reprises. Outre l'habillage des décors et des objets, cette technique permet également de mettre en lumière deux personnages, le grand hibou et Nicodémus, tous deux affublés d'yeux lumineux, et qui sont en fait les deux facettes d'un seul et même personnage, le vieux sage mystique détenteur de l'expérience, de la connaissance et de la magie. Signalons au passage le tour de force que représente la séquence de la cage à oiseaux. À une époque où l'imagerie par ordinateur n'existait pas, ou du moins n'était pas accessible à une bande de trentenaires ayant décidé de claquer la porte du plus grand studio d'animation du monde, il faut imaginer la patience de fourmi consistant à non seulement dessiner mais aussi animer une cage à oiseaux dont les barreaux sont aussi larges que des spaghettis. Pour cette séquence et plusieurs autres, des modèles réels ont été filmés puis ont servi de référence pour le dessin. Les décors, marque de fabrique de celui qui deviendra le célèbre Don Bluth, sont déjà des merveilles. Coloriés, profonds et complexes, ils piochent sans vergogne dans ce qui se fait de mieux. L'antre de Nicodémus est directement inspiré par les décors de H.R. Giger, que le monde vient de découvrir avec Alien. Adulte, vous avez dit ? En parlant de piocher sans vergogne, mentionnons également le décalcage des combats à l'épée entre Jenner et Justin avec celui opposant Kirk Douglas et Tony Curtis dans Viking. La couleur varie avec les situations, colorant littéralement les émotions véhiculées par les scènes. Pendant l'arrivée du tracteur, les contrastes sont poussés à fond, et quand on y fait attention, on pourrait croire que l'on est éclairé par un incendie, ce qui illustre le sentiment d'urgence et de panique. Au-delà de quelques faiblesses, aisément pardonnables, demeure donc un remarquable travail sur la forme qui entretient un rapport constant avec un fond riche et intelligent. Ce fond comporte deux couches, dont la première est aisément identifiable avec les trois thématiques adultes qui jalonnent le film. Le deuil, et plus généralement la mort, qui jalonne le dessin animé. Dans le making-of de 2007, Don Bluth se demande d'ailleurs si la mort de Jenner n'est pas la première mort d'un personnage de dessin animé montré explicitement à l'écran. Ce n'est pas impossible. La dérive de la science, à travers les expérimentations animales dont sont victimes les rats et les souris. L'exode, celui qui est périodique pour les souris des champs, qui veulent échapper à la charrue, mais qui sera définitif pour les rats de Nîmes s'ils veulent vivre libres. Mais sous ces grands thèmes, le réalisateur glisse des sujets mineurs traités avec soin et intelligence. La caractérisation des personnages dont nous avons déjà parlé est remarquable, sur la forme comme sur le fond. Je ne reviendrai pas sur l'animation, mais par exemple, la première fois que l'on croise Tati Musaraigne, pourquoi moi? Pourquoi est-ce toujours moi la responsable pour tout le monde dans ce champ? On est tenté de la cataloguer comme un personnage négatif ou au mieux inutile. Elle râle, elle se plaint, elle se montre péremptoire et elle sort les dents. Pourtant, c'est bien elle qui va sauver la famille Brisby en coupant l'arrivée d'essence du tracteur, puis protéger les enfants jusqu'au péril de sa vie. Qu'ils viennent, je ne bouge pas d'ici. On a donc affaire à un personnage nuancé qui correspond davantage à un paysan bourru au grand cœur qu'à un autre stéréotype que l'on nous aurait servi jusque-là. Évidemment, le personnage principal est l'objet de toutes les attentions. Ni la caricature d'une femme forte, ni excessivement fragile ou passive, c'est un personnage féminin qui a droit à sa part complète de personnalité et de destin, et qui est réellement acteur, et dont les caractéristiques ne se réduisent pas à des forces ou des faiblesses, mais plutôt des traits de personnalité qui pourront autant l'aider que la handicaper selon les situations. Les modèles de société s'affrontent également dans Brisby et le secret de Nîmes, avec d'une part la société rurale et peu formalisée, et d'autre part la civilisation, avec ses progrès, ses institutions et ses inévitables dérives. Dans les champs, c'est Tati Musaraigne qui est seule détentrice d'une forme d'autorité. Et encore, elle exprime clairement le fait qu'elle ne le veut pas.
Cette manifestation peut d'autant plus être jugée sincère que l'on a constaté qu'elle prend ses responsabilités lorsqu'il s'agit de sauver une famille d'un danger imminent ou de veiller sur leurs enfants. C'est une société réduite à son plus élémentaire niveau d'organisation, plurielle, avec les différents animaux, et simple. Chez les rats de Nîmes, l'émergence de l'intelligence a entraîné la création d'une civilisation quasiment humaine, avec ses institutions et ses personnages. La démocratie ne se conçoit pas sans débat, l'évolution se heurte à la résistance au changement, et le pouvoir génère ambitions et convoitises. Chacun de ces deux modèles comporte donc forces et faiblesses, qui se nourrissent mutuellement lors du contact qui est établi par Madame Brisby. Vient enfin l'aspect avec lequel j'ai le plus de mal dans le film. L'introduction du surnaturel, notamment représenté par le médaillon magique. Comme je vous en ai déjà parlé, celui-ci est absent du roman, et en le soustrayant à l'histoire, nous pouvons lire une fable forte sur la transcendance de nos différences. Madame Brisby se tourne vers la figure inquiétante des rats, et ceux-ci acceptent d'aider une souris à l'intelligence et aux capacités inférieures aux leurs. Chacun apporte à l'autre de l'aide dans leurs exodes respectifs et indispensables. Dès lors, le médaillon devient une espèce de Deus ex machina qui intervient au moment opportun alors que tout est perdu et qu'on ne sait pas trop comment on va se sortir d'une impasse. Un petit tour de magie et puis hop, tout est résolu. Dans une interview de 2005 et le making-of de 2007, Don Bluth explique que cette pierre magique représente la volonté de s'en sortir par soi-même. Son courage est récompensé par une espèce d'intervention divine qui seule peut être déclenchée par une démonstration de cœur. J'avoue que cette explication me plaît assez peu. Elle constitue une béquille maladroite à porter un récit qui n'en a par ailleurs pas besoin. Mais il y a une autre façon de voir les choses et elle me plaît bien plus. Brisby et le secret de Nîmes convoquent et confrontent deux mondes, celui de la nature, représenté par les souris des champs et les animaux, et celui de la science, représenté par les scientifiques de Nîmes, leurs expériences et leur extension, les rats. Entre les deux se situe l'inexplicable, ce qui échappe aux lois de la nature et de la science. C'est dans cet interstice que s'engouffre le personnage de Nicodémus, le hibou et la pierre magique. Des forces supérieures et inexplicables nous dominent. Les accepter est l'une des clés de la réconciliation entre deux mondes et participe de l'articulation entre celui de Brisby et celui des rats de Nîmes. Alors, film pour enfants ou pas ? Brisby et le secret de Nîmes peut rebuter par certains aspects, une âpreté inhabituelle et des thématiques complexes assez peu simplifiées. Pour autant, je considère qu'il demeure un dessin animé qui s'apprécie à tout âge, car il traite ces sujets sans prendre personne pour des idiots, les enfants en tête. Sa violence, toute relative, n'est jamais complaisante, et la mort y est traitée pour ce qu'elle est, un traumatisme pour les vivants, que ce soit dans la durée avec le deuil de Madame Brisby, ou dans l'immédiateté avec la disparition de Nicodémus. Les personnages négatifs sont correctement caractérisés et le méchant ne se réduit pas à cette seule caractéristique. Il est motivé par une peur et une ambition explicite et compréhensible. Les valeurs qui sont véhiculées, entraide, dépassement de la différence, courage, le sont sans excès de caricature et se heurtent à des obstacles à leur hauteur. L'intervention du surnaturel me dérange un peu, mais sa considération en tant que troisième force dans la confrontation globale du film permet de faire passer la chose. Je conclurai sur une morale à l'histoire du film en lui-même. On a pu attribuer son manque de succès à la concurrence forcément déloyale du E.T. de Spielberg. Pour autant, Steven Spielberg a découvert et apprécié Brisby et le secret de Nîmes, ce qui a attiré son attention sur Don Bluth. Estimant qu'il avait du talent et de l'avenir, il produira son prochain film, Fievel et le Nouveau Monde, qui sera un succès. La suite, vous la connaissez forcément, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Charlie, Rocorico, Pousselina, un chouette retour de situation. Mais bien entendu, c'est à vous de vous faire votre propre idée.